On connaît pas notre histoire, en fait. Elle est pas enseignée, on a des archives, mais encore faut-il pouvoir y accéder. You don't belong here almost always means we can't find a function or role for you. You don't belong here sometimes means you're too queer to handle. Mais tu sais, c'était comme le rêve, l'île des amantes, l'île des femmes. On sait qu'ils sont toujours là, le patriarcat, mais on sera à l'écart du patriarcat. Dans les nouveaux modèles, il y a effectivement des communautés plus queer, ou quand je dis communauté, ça peut être aussi 2 personnes ou une personne seule, mais disons qu'il y a plus d'installations qui se retrouvent peut-être plus dans un féminisme queer intersectionnel. Earlier lesbian land, I think that was more driven by getting away from the mainstream culture because those were difficult times. You don't belong here very rarely means there's no way for you to exist and be happy here. Je vis dans la Drôme, entourée de montagnes. Et mon enfance, je l'ai passée à crapahuter dans les champs autour de chez mes parents. J'aime l'espace. J'aime partir en reportage et découvrir chaque petit recoin de ce monde dans lequel je vis. Pourtant, parfois, j'ai étouffé. Parfois, j'étouffe encore. C'est étrange à dire, mais je crois que c'est beaucoup dû au fait que tout est distendu tout le temps. À ces amis que je n'ai pas vus depuis des semaines parce que le boulot est trop dense et qu'il faut faire des kilomètres, à cet événement LGBT ou féministe auquel j'aurais bien aimé aller mais l'essence est trop chère. Oui, 10 minutes de métro c'est plus rapide que 45 minutes de voiture. Oui, j'ai parfois envie de prendre mes valises et de retourner à Toulouse pour avoir accès à tout ce que je veux quand je veux. Mais en même temps, il suffit d'une rencontre, d'une marche féministe, d'un événement, d'un apéro queer pour me rappeler que les révolutions peuvent et se sont déjà menées ici. Dans les régions, la province, les campagnes, comme ils disent. Nous aussi, nous avons le droit à notre génie queer. C'est ce que raconte cette deuxième partie de l'épisode 2, qui s'appelle l'utopie queer, créer des espaces et reprendre la terre. Vous écoutez Chant Queer, une série documentaire d'Élodie Potente. Marine, je l'ai aussi rencontrée dans le Morvan et nous avons discuté des espaces à créer pour vivre ensemble, désirer, se retrouver. Vous entendrez également Jus, Camille et Mars que vous avez pu écouter dans la première partie de cet épisode. Je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, j'habite en milieu rural depuis une petite année. Je suis issue d'une classe moyenne, je suis blanche. J'ai grandi en région parisienne dans le Val-de-Marne et j'ai fait des études supérieures pour me situer un peu quoi. J'ai passé plusieurs années en squat sur Paris par choix. C'était un choix politique à habiter dans plusieurs bâtiments en collectif. Et avant d'arriver en milieu rural, j'ai vécu presque 2 ans en ville moyenne en quittant Paris. Après ma première relation qui a duré 2 ans, pendant cette relation-là, je me définissais pas comme lesbienne. Il m'a vraiment fallu du temps pour déconstruire plein de choses, notamment me documenter, lire, etc. Et c'est un moment, en fait, je venais de quitter Paris et ça m'a vraiment pris du temps. Ça a été un moment, c'était le 2e confinement, ça a été un peu la traversée du désert, dans le sens où je me suis retrouvée seule dans une ville où je connaissais personne. Normalement, on devait être 2 et je me suis retrouvée rapidement seule. Et en même temps, ça s'est passé comme ça et ça fait qui je suis maintenant. Hein, je ne regrette pas, quoi. Mais juste, je me suis rendu compte de la difficulté de pouvoir trouver des informations sur les questions que je me posais justement sur mon orientation sexuelle. Avant le milieu rural, du coup, cette relation-là, moi, je l'ai vécue en squat sur Paris. Le milieu queer s'organisait pas mal dans le bâtiment où j'habitais. Et je pense qu'inconsciemment, il y avait un espèce de truc de si on se sépare, ça sera pas difficile de rencontrer une autre personne parce que dans la mesure où sont organisés souvent plein d'événements sur plein de thématiques différentes, etc. Il y a un espèce de truc qui est inconscient.
où le monde vient à nous, quoi. Et du coup, quittant Paris, quittant ça, je me suis retrouvée dans la situation où j'avais besoin de rencontrer du monde, des personnes qui partageaient ces questions-là et qu'ils avaient déjà plus ou moins résolues, quoi. Et là, je me suis aperçue que il fallait faire le taf d'aller vers, qui était vraiment une grosse question et un gros travail. Ça a été la découverte d'une homophobie que je connaissais pas, quoi. Très vite, je me suis aperçue qu'on était relégué à une espèce de réalité virtuelle qui sont les applications de rencontres. Et ça, c'est pareil en milieu rural. Et en arrivant ici sur le territoire, l'arrivée pour moi sur le territoire, ça devait être quelque chose de transitoire dans ma vie, de l'ordre de 1 ou 2 années, quoi. En me disant, mais non, de toute façon, je resterai jamais ici. C'est un territoire de fachos et de vieux réac, qui est quand même clairement une réalité. Et en fait, je me suis aperçue qu'il se passait plein de choses et j'ai rencontré les copaines de l'organisation Morvandiel. Et là, je me suis dit, ok, peut-être tu peux souffler et il y a quelque chose à faire. Et là, je me rends compte qu'il y a une espèce de truc de notion de famille choisie qui commence un peu à se construire. Et franchement, c'est vital en fait. Enfin, vraiment, c'est vital. Quand j'ai ouvert le livre Woman's Lands de Françoise Flamand, j'ai découvert des archives précieuses, incroyables sur la vie des lesbiennes dans les Lands, aussi appelées terres de femmes, en Oregon, dès les années 70. Des photos, des textes, des centaines de références. Ces femmes, qui ont créé des communautés hors du monde, m'impressionnent. De mon côté, j'ai aussi cherché des films, des documentaires où il serait question de personnes queer à la campagne. Il y a la série documentaire où la journaliste Clémence Alzard consacre un épisode à une terre de femmes dans les Pyrénées. On peut retrouver cette terre dans Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Il y a par exemple La Belle Saison, un film sur le tiraillement entre l'envie de rester à la ferme et d'aimer librement. Mais finalement, je trouve qu'il y a assez peu de documentation qui raconte l'installation des lesbiennes dans les années 70, à la même époque que le retour à la Terre, parce qu'en fait, elles font partie du retour à la Terre. C'est pourquoi j'ai souhaité interviewer Constance Rimlinger et Cassandre Diloro, qui font des recherches en France, en Oregon et ailleurs sur le sujet. Et je suis très fière de mettre en lumière leur travail dans cet épisode. Je suis enseignante-chercheuse en sociologie et j'ai réalisé ma thèse de doctorat en sociaux, donc, sur des alternatives que j'ai qualifiées d'écoféministes et qui englobent aussi bien des terres de femmes et des initiatives queer. Donc ce qui relie en fait les initiatives que j'ai étudiées, c'est que ce sont qu'on peut les intégrer dans le retour à la terre. Donc c'est des personnes qui se sont déplacées en milieu rural pour créer des lieux de vie, de travail, d'activisme, de création artistique aussi, qu'on peut intégrer sous l'éventail LGBT, donc plutôt des personnes lesbiennes ou bisexuelles. Et j'ai étudié la manière dont leur mode de vie croisait l'écologie et le féminisme. Donc ça, c'était ma thèse que j'ai réalisée à partir de 2017 et qui reprenait aussi une enquête que j'avais commencée plus tôt pendant mon master en sociologie aussi, sociologie du genre. Et cette thèse, elle s'est terminée en 2021 et elle va faire l'objet prochainement de 2 ouvrages donc, qui reprennent ce que j'ai observé sur mes différents terrains de recherche et mes analyses. Alors moi, je suis doctorante en études anglophones et ma thèse de doctorat se concentre sur les terres de femmes ou les terres lesbiennes. On pourra revenir sur l'appellation parce que ça décrit la même chose, mais c'est pas forcément les mêmes intentions politiques. Aux États-Unis et particulièrement, mon focus est sur les terres lesbiennes d'Oregon, qui est un État sur la côte ouest des États-Unis, en dessous de Washington et au-dessus de la Californie. Et c'est un État qui a vu beaucoup d'initiatives de retour à la Terre dans les années 70. Parmi ces initiatives, il y a eu énormément de terres lesbiennes. Il y en a eu, c'est
Les terres lesbiennes, c'est un phénomène qui a traversé tous les États-Unis, tout le territoire américain, jusqu'à en avoir à peu près une centaine au pic à la fin des années 70. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins pour des raisons diverses et variées, mais en Oregon, ça reste assez actif, ça reste très dynamique. Et donc, il y a une douzaine de terres lesbiennes qui sont toujours actives aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont toujours habitées par des lesbiennes séparatistes, c'est-à-dire des lesbiennes qui refusent de vivre avec des hommes et qui, pour certaines d'entre elles, vivent là depuis les années 70, donc qui ont aujourd'hui entre 70 ans et 80 ans. J'ai l'impression qu'elles utilisent beaucoup plus le terme terre lesbienne parce qu'il y a une facilité aujourd'hui à se dire lesbienne qu'il n'y avait pas dans les années 70. Enfin, une facilité, je mets des guillemets, mais qui est quand même c'est quand même plus simple aujourd'hui de se dire lesbienne que dans les années 70. Et donc, pour des raisons de protection, au départ, elles utilisaient terre de femme. Aussi pour que ça soit assez inclusif et qu'il y ait des femmes hétéros qui viennent. En fait, très vite, elles se sont rendues compte que, des hétéros, il y en a assez peu. Et les bisexuels, souvent, elles sont mises sous la même étiquette que les lesbiennes. Donc, il y a eu depuis les années 70, il y a eu une revendication politique à se dire lesbienne. Donc aujourd'hui, elles ont plus tendance moi c'est mon expérience, elles ont plus tendance, mes enquêtées, à utiliser le terme terre lesbienne. Effectivement, elles utilisent plus terre lesbienne, mais quand on regarde historiquement, je pense que l'usage de terre de femme, c'était beaucoup aussi pour montrer la dimension inclusive et ouverte à toutes les femmes. Enfin, il y avait vraiment ce projet que ça puisse accueillir toutes les femmes qui avaient besoin de fuir le patriarcat, de trouver un espace de vie plus safe. Je pense que c'était une dimension importante, cette hospitalité de femmes qui pouvaient avoir aussi des vécus difficiles, qui pouvaient avoir connu des situations de violence et des situations complexes. Et je pense que l'usage de terre de femme, ça a souligné aussi cette ouverture, même si finalement ça a surtout été des femmes lesbiennes aussi qui se sont emparées du projet, qui l'ont fait vivre. Extrait de Woman's Lands, Construction d'une utopie de Françoise Flamand. Que s'est-il passé sur ces terres? Qui s'y est implanté? Qui y a vécu? Qui est resté? Qui est parti? Qui en garde la mémoire? Quels souvenirs subsistent? Qu'en est-il en ce début du XXIe siècle? Les lesbiennes, reléguées par l'histoire en tant que femmes, et plus encore en tant qu'homosexuelles, ont construit à l'écart, discrètement, des microcultures, difficiles à soupçonner et qui se laissent peu découvrir. C'est loin des regards que se bâtirent en Oregon, abris et maisons, que s'aménagèrent potagers et jardins, et que s'organisa toute une vie sociale. L'ambition de celles qui portaient ces projets, l'énergie qu'elles déployèrent et leur réussite, les rendirent fortes et confiantes en leur réalisation. Leur succès les fit connaître auprès d'autres femmes, circuler sur leur terre nombre de visiteuses, de curieuses, de randonneuses. Et si la voie qu'elles ouvraient permettait de sortir de la domination, c'est peu à peu qu'elles prirent conscience du rôle que le mode de vie qu'elles inventaient jour après jour pouvait jouer pour elles-mêmes et pour d'autres femmes. Pourtant, 4 décennies plus tard, en 2012, quand j'évoque les Lands et les femmes qui y habitent encore, même dans les milieux les plus activistes du mouvement féministe et lesbien américain, l'étonnement est le même et l'ignorance quasi totale. Le séparatisme lesbien, c'est une branche du lesbianisme qui s'est créée dans les années 70. Alors c'est toute une histoire, mais en fait le féminisme aux États-Unis, au départ c'est très ancré dans les partis de gauche. Et puis en fait les féministes de ces partis se rendent vite compte que on priorise toujours les besoins des hommes, donc elles se créent en tant qu'entité séparée et elles deviennent féministes de façon à part entière, c'est-à-dire elles se détachent des partis de gauche pour se créer en tant que mouvement de libération des femmes. Au sein de ce mouvement de libération des femmes, se crée une autre scission. On reste toujours dans le cadre des États-Unis, c'est une histoire qui est un peu différente en France, mais au sein de ce mouvement de libération des femmes, se crée une scission entre les féministes hétéros et les féministes lesbiennes. Notamment parce que les lesbiennes reprochent aux hétéros de ne pas du tout prendre en compte leurs problématiques, voire d'être lesbophobes, de finalement
de pas du tout prendre en compte les intérêts des lesbiennes. Donc ensuite se crée un féminisme lesbien, et au sein de ce féminisme lesbien, donc tu vois, ça part, c'est plein de petites ramifications. Et au sein du féminisme lesbien va se créer un militantisme séparatiste qui prône alors soit un retour à la terre pour le séparatisme rural, soit juste un séparatisme urbain, c'est-à-dire vivre dans des communautés urbaines, mais que de lesbiennes. Donc ça va être, elles vont vivre dans des maisons où il n'y a que des lesbiennes séparatistes. Mais souvent, les initiatives urbaines, en fait, elles durent pas très longtemps, parce qu'en fait, c'est difficile de vivre, de pas se mélanger quand on vit en ville. C'est plus simple quand on est à la campagne, et les séparatistes rurales, en fait, elles ont accès au territoire de l'Oregon, qui est un territoire qui est assez facile, à l'époque, était beaucoup plus accessible en termes d'argent. Et donc, elles peuvent s'acheter des terres à ce moment-là. Bon, et le séparatisme lesbien, à l'époque, dans les années 70, c'est aussi des femmes qui vont dire que alors non seulement le lesbianisme, c'est l'expression ultime du féminisme, et que les féministes qui ne sont pas lesbiennes, ce ne sont pas vraiment des féministes, mais ça va pousser les choses encore plus loin. C'est-à-dire que après, il faut absolument, même si on est lesbienne, il faut pas parler aux hommes, parce que c'est trahir sa classe de lesbienne. Parce que c'est les accommoder. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de biphobie dans les premiers écrits de séparatistes lesbiennes. C'est que les femmes bisexuelles sont vues comme des traîtresses, parce qu'elles ont la possibilité d'être avec des femmes, et elles choisissent encore de relationner avec des hommes. Voilà, donc c'est quand même c'est un militantisme qui est assez agressif. Enfin, pas agressif, mais qui est très... qui peut être un petit peu brutal, avec des propos qui sont parfois très radicaux, quoi. Ça, c'est les premiers écrits. Puis bon, en fait, ces femmes-là, en tout cas pour les femmes d'Oregon, c'est intéressant, parce qu'au départ, leur séparatisme, il prend une telle forme que elles n'acceptent pas sur leur terre les enfants garçons. Ça va être sur certaines terres, ça va être à partir de 7 ans, les enfants garçons, ils n'ont plus le droit d'accéder. Parfois, c'est 10 ans. Ça, c'est un sujet de débat pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait des enfants garçons? Mais bon, ça, ces positions-là, elles se sont atténuées aujourd'hui, parce que ces femmes-là, elles ont vieilli, parce que maintenant, elles ont des neveux, des nièces. Parfois, certaines d'entre elles, elles ont des petits-enfants. Parfois, ces petits-enfants, ils sont garçons. Et bon, en fait, il y a de l'affect qui rentre en jeu. Donc, elles se sont un peu assouplies sur certaines de leurs positions. J'ai beaucoup d'espoir de transformer nos territoires, de les rendre safe, de les changer en des lieux où nous vivons sereinement. Mais je m'interroge souvent sur ce qui fait qu'on ne nous a vendu que la ville comme espace de vie. Qu'avons-nous raté dans la construction de nos récits pour que les ruralités apparaissent comme repoussantes pour nous? L'arrivée en milieu rural, ça m'a fait comprendre encore plus ce que pouvait être l'isolement, quoi, parce que Rennes, si, il y a quand même des bars un peu communautaires. Après, dans le Finistère, il n'y en a pas. Et ici, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la capacité à trouver des espaces de désirabilité, des espaces où on peut se sentir désiré et où on peut désirer des personnes. Parce qu'en fait, le désir, c'est comme un feu, c'est un brasier, et en fait, ça s'entretient. J'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient, en fait, je sais plus si j'ai du désir. À force d'être isolée, je me pose des questions sur mon orientation sexuelle, parce que ces espaces-là n'existent pas. Mais en fait, le désir, il s'entretient, quoi. Et si ces espaces-là n'existent pas, on ne peut pas se sentir désiré, on ne peut pas désirer d'autres personnes. C'est pas possible. Et le truc du réseau social, des applis de rencontres et tout ça, mais il y a plein d'hétéros qui m'ont dit « Ah ouais, de toute façon, c'est comme les hétéros, nous aussi on y va. » Et en fait, ça me fait bondir, dans le sens où, oui, les hétéros, peut-être vous êtes sur ces applis-là, mais en fait c'est un choix, c'est pas une nécessité, quoi.
Vous n'êtes pas relégué à des applis en plus de ça, qui pour la plupart sont payantes. Et clairement, les applis, c'est du business sur la misère affective et sociale, quoi. Y a des tonnes d'essais qui montrent que les algorithmes, ils sont pas faits pour que les gens matchent. Ou alors, en répondant à des questions qui te font rencontrer la même personne que toi, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc de destin forcé, et en même temps, la situation aujourd'hui est que, comme il n'y a pas de lieu communautaire, faut rentrer dans ce jeu-là, quoi. Et j'ai fait ce taf-là, à force de poser des questions à des personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit « Ah non, mais moi, j'ai fait que des belles rencontres et tout ». J'ai fini par faire ce taf-là, et en effet, c'est possible de faire des belles rencontres. Moi, je sais qu'il y a des endroits où ça me fait flipper de me montrer sur le territoire. Et les conséquences de l'hypervigilance, parce que c'est ça, la conséquence, la peur, c'est l'hypervigilance, d'être aux aguets tout le temps. Aux aguets d'une agression, de quelqu'un qui te regarde mal, ou de se sentir en danger, en fait. Et se sentir en danger en permanence, c'est pas très bon pour la santé mentale à long terme. Et du coup, il faut des espaces pour pouvoir parler de ça, mais aussi pour fêter qui on est, pour arriver à être pour être fier, et pour raconter aussi, pour nous raconter des choses positives dans nos réalités queer, LGBT. Il y a du taf à faire de ouf, et c'est pour ça que on verra, hein. Mais moi j'aimerais beaucoup documenter le taf de création de réseau, quoi. Des premières rencontres, que ce soit d'une façon ou d'une autre, mais c'est plus possible en fait de commencer de zéro, quoi. C'est ce qui se passe dans toutes les luttes, et qui sont invisibilisées, en fait. L'histoire, elle est racontée par par les dominants. Évidemment, ça les arrange pas de raconter une histoire où il y a des minorités qui s'en sortent, quoi. Et du coup, à chaque fois que il y a des initiatives, je sais pas, ou des choses qui émergent comme celle-là, on a l'impression de repartir de zéro, alors qu'il y a des choses qui ont déjà existé. Je me sens intégrée. Je pense que je suis devenue respectable, genre aux yeux de mes voisins, parce que par exemple j'ai une maison que je retape, je fais tout moi-même, dehors, quasiment en chantier en mixité choisie avec tous les potes qui viennent filer les coups de main, et que du coup les gens ils voient ça, et du coup tu deviens respectable à la campagne. Je pense qu'il y a ce rapport au travail de ok, elle fait des trucs et waouh, elle sait faire plein de trucs, et du coup respect. Mais je vois bien, je suis une personne seule, j'ai plus de 40 ans, j'ai pas d'enfant, du coup je représente un peu la figure de la meuf chelou, qu'est-ce qu'elle fout, quoi, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Et du coup je vois bien que comme je colle pas à tous ces trucs hyper normés, je pense que je questionne quand même beaucoup de gens de par ma simple existence, en fait. Mais par contre, par rapport à la ville, où ça me fait penser à la question des agressions, en fait, en ville, j'ai vécu beaucoup plus d'agressions que ce que je pourrais vivre ici. Ici, ça va plutôt être des micro-agressions, tu vois. Et du coup, ça me fait penser au fait que là, on construit un réseau qui émerge tout doucement. Moi, ça me permet de me sentir exister dans ce réseau-là, et du coup d'avoir de moins en moins besoin de me nourrir de l'ailleurs qui me ressemble moins pour vivre, quoi, en fait. Extrait de Woman's Land, Construction d'une utopie, par Françoise Flamand. J'avais envie de partager avec vous la construction de la terre Womanshare racontée dans le livre. Cette terre est une des plus connues, en raison de la publication du récit de sa fondation en 1976, 2 ans après sa création, sous le titre Country Lesbians, The Story of the Womanshare Collective. Son histoire s'est nouée au Canada, à Montréal, au début des années 70. Billy, Diane et Carol s'étaient rencontrées en 72, quand elles fréquentaient la même université. Billy, qui étudiait les arts plastiques, avait pris conscience avec indignation de l'indifférence,
voire du mépris du monde de l'art à l'égard des œuvres de femmes. Carole avait obtenu une maîtrise dans le domaine du travail social. Toutes les trois avaient fait leur coming out, Billy et Carole à 29 ans, Diane à 28. Les deux premières étaient amantes, et Carole et Diane étaient de grandes amies. Elles appartenaient à la classe moyenne, à l'exception de Billy, qui venait d'un milieu moins aisé. Carole et Billy avaient été mariées, Diane avait eu quelques relations de longue durée avec des hommes, mais aucune n'avait d'enfants. Les ruptures se firent peu à peu, le temps pour chacune de tourner la page, et ce n'est que 3 ans après leur rencontre qu'elles se rendirent à l'évidence. Il fallait changer de vie. Il y avait peu de lieux féministes à Montréal, et Diane, qui se sentait politiquement isolée, souhaitait passer aux États-Unis, gagner la côte ouest et acheter un terrain là-bas. Back to the land, pour un temps. Son plus grand désir était de vivre au contact de la beauté apaisante et bénéfique de la nature. Carole était sur la même longueur d'onde. Les innombrables manifestations du monde patriarcal l'agressaient. Elle avait besoin d'un endroit loin de ses tensions et de ses dangers, un endroit où vivre, travailler, essayer de créer cette culture de femme dont elle se prenait à rêver. Elles prirent l'engagement d'acheter une terre dont elles seraient copropriétaires, quel que soit l'apport de chacune. Ainsi assureraient-elles un bon départ à leur projet, persuadées que les lesbiennes pouvaient et devaient créer de nouvelles façons de vivre et de travailler ensemble, sans tenir compte des écarts de ressources financières. Les 3 amies voyagèrent à travers les États-Unis, parcoururent le Mexique, descendirent le long de la côte du Pacifique. Jusqu'au jour où, pour Billy, c'en fut assez. Elles s'arrêtèrent alors dans le sud de l'Oregon et commencèrent à chercher activement une terre à acheter. Au bout d'une semaine, elles avaient trouvé un terrain de 10 hectares avec 2 maisons et une vue magnifique sur les montagnes environnantes, à proximité de la petite ville de Murphy. Elles donnèrent un nom à leur terre, Womanshare. À Dijon, il y a énormément de collectifs féministes et donc je pense que les personnes impliquées, elles laissaient ça un peu à la ville. À Dijon, il y avait les marches. À Dijon, il y avait la Pride, voilà. Et en fait, une fois qu'on était de retour chez soi dans le Morvan, on menait d'autres combats, quoi. Par exemple, à Nevers, c'est quand même Nevers, c'est la préfecture du département. C'est seulement la 2e Pride. Il y avait zéro Pride depuis toujours. Il y en a jamais eu sur le département de la Nièvre, quoi. Et la première Pride, elle a été faite la même année que Morvandielle, mais par un total hasard. Donc ça veut dire que aussi les questions, elles arrivent de partout au même moment. Et parmi les émulsions aussi, ouais, je crois qu'on a aussi servi de support. Le festival Morvandielle a aussi servi de support, de visibilité à plein de lieux qui ne sont pas spécifiquement axés sur les questions queer. Mais par exemple, il y a 2 salles de cinéma qui nous ont demandé d'intervenir pour animer des films. Parce qu'eux-mêmes ne se sentaient pas légitimes, je pense, et jusque-là, ils n'avaient aucun interlocuteur à appeler pour organiser des soirées sur ce thème-là, quoi. Donc on a fait une soirée sur les transidentités, et on a fait dans un autre cinéma une soirée autour du film We Are Coming, le film féministe, et donc, en fait, du coup, ils se servent de nous comme support pour pouvoir organiser des choses. C'est pareil avec le café associatif de Nevers. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ah oui, il y a eu des lycées aussi qui nous ont demandé d'intervenir. À quel point il n'y a rien. Enfin, il n'y a même pas de planning familial sur le département. Donc, en fait, il y a rien, quoi. Donc, forcément, les gens, ils sont contents que maintenant il y a un réseau identifié, même si ça reste seulement un collectif d'organisation de festivals. Il n'y a pas d'assaut Morvandielle, il n'y a pas tout à fait de réseau officiel identifié, mais en fait juste le collectif d'organisation du festival devient support, quoi. On a envie de monter une asso LGBT aussi, et du coup dans ce cadre-là, on a envie aussi de pouvoir être intervenant dans les structures des milieux scolaires, quoi, genre collège, lycée et tout. Et quand on parlait de ça par rapport à l'asso et au statut et tout, et on disait un peu quelles étaient nos envies pour l'asso, c'est vrai qu'au moment où j'ai réalisé ça, que genre on pouvait faire ça, genre qu'on pouvait débarquer dans un lycée ou un collège en tant que personne LGBT et dire genre coucou, on vient vous parler pendant genre 1 heure, 2 heures de être LGBT, ça existe, c'est ok, t'es pas tout seul. Et là je me suis genre rappelé moi au lycée, genre ça m'aurait, si ça avait existé, ça aurait changé drastiquement
quelques années de ma vie quand même, quoi. Et je serais peut-être pas la même personne aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui seraient passées beaucoup plus vite en moi en termes de réalisation de qui je suis, d'acceptation aussi, et de capacité aussi à ouvrir le dialogue avec mes proches sur ça, et avoir des ressources pour en parler à mes parents, quoi, et pas chialer dès que je fais un coming out à une pote et tout, enfin, genre vivre ça de manière plus chill, quoi. Et ça, ouais, ça c'est On ouf. se sentait citoyenne du monde en tant que lesbienne, probablement pour la première fois de l'histoire. I mean, even if we weren't lovers, we were all kind of in love with each other. We were in love with ideas, and we were in love with what was possible between women and in the world because of what happened between women. There were just no separation. C'était vraiment une effervescence créatrice, politique, culturelle. C'était à tous les niveaux. When I first started being with women, I was like, ugh. I'd like to claim that it was my feminist politics, but it was not. It was pure lust. Même si elles ont choisi d'être séparatistes et de vivre dans des communautés entre femmes, ça n'empêche pas qu'elles aient de temps en temps effectivement des contacts à l'extérieur. Après, moi je voudrais quand même souligner qu'en tout cas dans les terres que j'ai vues, j'en ai étudié 2, une aux États-Unis donc, et une en Nouvelle-Zélande. Dans les 2 cas, elles ont des très bons rapports avec leur voisinage. Et notamment des rapports d'entraide où, par exemple, elles ont pu, en Nouvelle-Zélande aussi, avoir de l'aide de leur voisine qui leur a prêté du matériel quand elles ont voulu se lancer dans l'élevage, etc. Donc, effectivement, il y a cette dimension séparatiste qui est vraiment centrale dans le projet, mais il ne faut pas pour autant les imaginer comme des espèces de forteresses coupées du monde. Elles restent connectées notamment par exemple à des communautés féministes ou des communautés de femmes urbaines à proximité. Et ça, c'est très important pour elles, en fait, ces échanges. Donc d'avoir des visiteuses, ou d'en avoir eu aussi beaucoup dans le passé, à la fois parce que ces visiteuses, elles apportent effectivement les nouvelles, mais aussi de l'aide, par exemple, pour des chantiers de construction, elles peuvent venir aider. Ça renouvelle aussi la population, ça permet aussi d'amener tout simplement, il y a des événements festifs, donc des sociabilités. Ça faisait vraiment aussi partie de tout ça. La ville était beaucoup vue comme le territoire du patriarcat aussi, et le lieu de sociabilité un peu par excellence des femmes lesbiennes dans les grandes villes, c'était les bars. Et il y a eu, notamment aux États-Unis, des problématiques d'alcoolisme ou de femmes qui étaient aussi confrontées à l'alcoolisme de proches. Et ça, c'est ressorti de plusieurs entretiens que j'ai menés avec des terres des femmes dans l'Oregon. Il y avait aussi vraiment ce souhait que les terres de femmes, que les terres lesbiennes puissent proposer un autre type de sociabilité, qui soit fondé sur un autre espace-temps, sur une culture plus de sobriété, et sur le fait de partager vraiment ensemble des activités, des expériences. Donc voilà, il y avait vraiment aussi cette dimension de sociabilité, mais qui s'est construite en lien avec des centres urbains à proximité. En fait, les terres lesbiennes à proprement parler, aujourd'hui, en Oregon, elles sont habitées par une vingtaine de femmes. Donc on pourrait se dire c'est pas beaucoup, mais en fait leur réseau est beaucoup plus étendu. Elles ont des liens avec les lesbiennes des villes environnantes et des plus grandes villes. Et dès qu'il y a des événements, les femmes urbaines, les lesbiennes urbaines, elles se rendent sur les terres. Donc en fait leur communauté, elle est mouvante, elle est active, elle est vivante, parce que c'est pas juste elles ont réussi très vite à créer du lien avec les lesbiennes des petites villes environnantes et des plus grandes villes, donc Portland et Eugene. Et elles ont réussi à créer ce lien-là via l'art, via la production artistique, entre autres. Elles étaient beaucoup moins isolées. En fait, elles avaient un magazine qui avait une portée nationale. Donc, via ce magazine-là, notamment, Woman Spirit,
il y a des femmes de tous les États-Unis qui se sont déplacées en Oregon, qui au départ étaient là pour voyager, et certaines d'entre elles sont restées. Il y a une autre terre qui a publié un livre sur comment est-ce que ça s'est passé pour elle de fonder cette terre-là. Et ce livre-là, pareil, il a été distribué dans toutes les librairies de femmes aux États-Unis. Donc, il a fait venir d'autres gens. Voilà, donc en fait, elles ont réussi, via leur production artistique et militante, à créer un tissage beaucoup plus, beaucoup plus vivant que certaines autres terres ailleurs. Extrait de Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes de Valérie Joussomme. La modernité thermo-industrielle est née en faisant du passé table rase, en s'opposant aux cultures des populations natives de chasseurs-cueilleurs ou aux cultures paysannes qui la précédaient. Cette opposition a été brutale, au point que la modernité, loin d'intégrer les paysanneries, en a bien au contraire organisé l'éradication. La modernité, ayant besoin de nourriture, aurait très bien pu exister avec une agriculture paysanne. Ce livre pose sereinement la question suivante. Au lieu de dénigrer le passé, notre société moderne peut-elle faire transition en réincorporant ses mémoires, et notamment ses mémoires paysannes ? Le passé est le passé, il n'existe plus. En revanche, il subsiste dans le présent des traces du passé imprimées dans la matière, celles des territoires, celles de nos cellules. Les mémoires ne déterminent pas notre présent, ni notre futur, mais elles sont les lieux à partir desquels, à l'aune des expériences acquises, heureuses ou malheureuses, nous pouvons imaginer et choisir notre futur de façon stable et sûre. Le monde moderne est en crise, or, on ne peut pas régler un problème avec le niveau de conscience qu'il a produit. La solution à la crise de notre civilisation ne viendra pas de son épicentre, mais d'ailleurs situé sur ses marges culturelles. C'est ce que revendiquent les mouvements de fierté. Ce passage du livre est incroyable, tant il pourrait s'appliquer au récit LGBTQIA+. Je sais que la comparaison est hasardeuse, mais je la fais quand même. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous sommes plus médiatisés, mais nous dérangeons toujours autant. Nos récits sont toujours inaudibles, nos pensées sont trop brutes, trop à la marge, trop en dehors. Alors j'aimerais dire ici, dans ce podcast, que ni les paysans, ni les ruraux, ni les PD, ni les gouines, ni les trans n'ont attendu. Nous étions hors du monde et nous avons mené nos révolutions hors du monde, à la marge. Moi, je soulignerais d'abord en premier la grande diversité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu tous les cas de figure qui vont de une terre est achetée et donc possédée par une femme. Je commence par cette question de la propriété parce que je pense que c'est vraiment intéressant et que c'est un point un peu fondamental quand on parle de la gouvernance. Il y a aussi cette notion de qui détient la terre. Et donc, il y a aussi bien des cas de terre qui sont la propriété d'une seule femme que des terres qui sont des propriétés collectives. Et ça change quand même beaucoup pour ensuite la manière dont... pour la gouvernance des terres et aussi pour la manière dont elles peuvent être léguées à la communauté. Après, sur la gouvernance, je pense qu'il y a aussi eu des tâtonnements, c'est-à-dire que quand on lit des ouvrages sur l'histoire des terres, sur le temps long, par exemple, j'ai en tête un ouvrage sur les terres australiennes qui explique bien qu'il y a eu beaucoup de changements, parce qu'à partir de cette idée d'être une terre ouverte et d'accueillir toutes les femmes qui se présentaient, forcément, au bout d'un moment, ça a posé aussi des questions par rapport justement aux prises de décision en interne, même des prises de décision très prosaïques. À qui est-ce qu'on donne les cabanes quand il n'y a que 3 cabanes Comment est-ce qu'on utilise tel espace, etc. Et elles ont adapté aussi leurs règles au fur et à mesure, au gré des situations qui se présentaient. Et donc dans la terre de l'Oregon où je me suis rendue, elles ont fini par établir des règles assez... donc il n'y a pas énormément de règles, mais il y a quand même quelques règles précises, par exemple concernant l'accueil, avec différents niveaux. Donc on peut être soit une visiteuse de courte durée, ça c'est toute femme qui est acceptée jusqu'à 14 jours, sans aucun souci. Après, si on veut rester plus longtemps et devenir une visiteuse de longue durée, donc c'est-à-dire s'installer sur place, c'est soumis à la décision des résidentes qui se réunissent et qui ont d'ailleurs des réunions chaque semaine pour discuter et prendre les décisions au consensus.
Et ensuite, il y a un troisième niveau pour faire vraiment partie du petit groupe restreint qui finalement, là, les règles deviennent un peu, enfin, ça devient un peu plus informel, c'est-à-dire que c'est celles qui vivent aussi sur cette terre depuis très longtemps et qui font vraiment partie un peu du noyau dur. Si une décision doit être prise sur vraiment quelque chose d'absolument fondamental par rapport, par exemple, à l'avenir de la Terre. Donc il y a voilà, plusieurs niveaux qui ont été distingués. Il y a aussi une petite participation financière qui est demandée, de la manière qui a été définie. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas distinguer de règles communes ou spécifiques, un peu comme dans le reste du retour à la Terre d'ailleurs. Quand on regarde le retour à la Terre, on observe aussi cette diversité selon les lieux, selon leur histoire, même selon l'historique d'un même lieu. En fait, finalement, s'il y a eu du conflit, s'il y a eu une scission à un moment donné, ou si au contraire ça a été créé par un groupe et que ce groupe a rapidement trouvé des règles qui fonctionnent. C'est aussi une question qui se pose aujourd'hui sur les terres pour les questions de succession. Parce que c'est complètement différent d'avoir une terre qui est en propriété collective. Donc en Oregon, il y en a, en tout cas dans le sud de l'Oregon, il y en a 3, il me semble. Il y en a une qui est habitée par 5 personnes, 5 femmes. Et leur principe, c'est s'il y en a une qui part, sa part est rachetée par celle qui arrive. Donc, ce qui fait que il me semble que c'est un modèle assez pérenne. La terre appartient à ces 5 femmes en 5 parts égales. Et lorsque l'une s'en va, les 4 autres membres de la communauté font venir des femmes qui seraient intéressées, choisissent entre elles, elles prennent la décision entre elles et ensuite elles proposent le rachat de cette part à la nouvelle personne. Ensuite, par exemple, il y a une autre terre collective. En fait, ça rejoint ce que disait Constance tout à l'heure. Le problème, c'est que parfois, quand on a des terres collectives, on a des gens qui... C'est arrivé pour cette terre-là que les gens se sentent pas vraiment investis parce que du coup, c'est pas vraiment leur terre et qu'ils sont juste de passage. Et ça a donné... cette terre-là, par exemple, elle est tombée en déshérence. Il n'y a plus personne qui y vit parce que personne s'est senti complètement responsable de la survivance de cette terre-là. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. Puis il y a un troisième cas de figure pour la dernière terre collective à laquelle je pense dans le sud de l'Oregon, où c'était une terre qui appartenait à 3 ou 4 femmes. Il y en a 2 qui sont mortes. Et il en reste 2, et ces 2-là ont pris la décision de transmettre leur terre. Au départ, elles avaient mis en place un processus de recrutement, enfin de candidature. Donc, il y avait plusieurs groupes de lesbiennes qui avaient postulé. Et puis, en fait, il y a eu le Covid entre-temps, ça a immobilisé le processus pendant longtemps. Et finalement, elles ont décidé de mettre complètement un terme à ce processus de candidature et de donner la terre, de transmettre cette terre-là à 2 jeunes femmes qui sont autochtones pour qu'elles puissent faire de cette terre une terre pour personnes autochtones. Mais cette transmission-là, d'abord, elle est très complexe en termes légaux. Parce que ça veut dire qu'il faut transformer la terre, passer d'un statut de propriété plus ou moins individuel, puisqu'il n'y a plus que 2 femmes sur le bail, à alors je ne sais pas ce que c'est le mot en français, mais en anglais c'est un trust. Ça demande d'engager des avocats, en tout cas des personnes qui travaillent dans la propriété, et c'est des gens qui coûtent très cher, donc il faut avoir des moyens. Et puis, et cette transmission-là, elle se fait pas du tout sans heurte, parce que cette terre-là, elle est tellement symbolique, elle est tellement vue dans l'imaginaire comme une terre collective sur laquelle de nombreuses lesbiennes se sont rendues, que cette transmission à finalement des nouvelles venues dans la communauté se fait vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc en fait, ces questions de propriété, elles cristallisent énormément de tensions, ou en tout cas, elles sont au cœur de beaucoup de discussions, parce que qu'est-ce qu'on fait parce qu'en fait, elles meurent aussi, ces lesbiennes, elles sont âgées maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? À qui est-ce qu'on les lègue? Il y en a plusieurs qui finalement n'ont pas pris en compte
leur leur potentiel décès, elles sont décédées et en fait les terres ont échappé à la communauté puisque ce sont les héritiers qui se sont emparés des terres, qui les ont vendues ou qui ont décidé de s'y installer. Ça parle aussi d'insécurité, c'est-à-dire que certaines femmes qui ont dû mettre des économies en aidant à rénover une terre ou en s'y construisant, par exemple, une cabane et qui finalement, suite à un conflit interpersonnel, doivent quitter cette terre. Ça, c'est un cas qu'on m'a raconté. C'est un effondrement, c'est aussi une catastrophe. Et il y a cette question de logique de classe qui ont pu se reconduire, mais aussi des formes de racisme aussi dans un sens où disons que oui, que les questions de race aussi rentrent aussi en jeu parce que finalement il y a eu assez peu de femmes racisées qui se sont installées dans les terres. Et j'avais trouvé très intéressant il y a 4 ans, quand j'étais en 2018, donc ça fait un peu plus que 4 ans, mais à l'occasion des 45 ans d'une terre, il y avait une discussion sur l'avenir. Et il y avait une jeune femme afro-américaine qui a pris la parole et qui a longuement interpellé en fait les aînés en leur disant que c'était très compliqué parce que même si elles ouvraient leur terre et que elles disaient avoir une ouverture avec les bras grands ouverts en fait pour accueillir de nouvelles personnes, que c'était très délicat en tant que femme noire qui a un passé en fait historiquement d'avoir des ancêtres qui ont travaillé dans des terres dont ils n'étaient pas propriétaires, que déjà ça vient les heurter de peut-être revivre ce statut précaire et que par ailleurs, si finalement elles quittent la terre, elles auront peut-être d'autant plus de mal à se réinsérer ou retrouver ensuite une position plus stable en étant discriminées à la fois comme femmes et comme personnes noires dans une société avec un racisme systémique et aussi avec cette question de la classe. Donc vraiment cette notion des discriminations croisées qui finalement se retrouvent encore même quand on arrive effectivement dans une terre portée par des idéaux de sororité. Les terres lesbiennes s'inscrivent dans notre histoire et ont forgé, j'en suis certaine, nos révolutions queer et rurales. Mais il me semble important de préciser que la plupart des terres lesbiennes n'ont pas accepté les personnes trans pendant longtemps. Sur les terres lesbiennes d'Oregon, pour la plupart d'entre elles, c'est un problème de se régénérer. Elles ont du mal à avoir de nouvelles membres, de nouvelles habitantes, pour plein de raisons diverses et variées. Mais en fait, la question de la transmission, c'est une question qui est compliquée et qui vraiment préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les lesbiennes des terres en Oregon, parce qu'elles ne trouvent pas de nouvelles de jeunes femmes en fait pour venir. Et ça s'explique pour plein de raisons. Ça s'explique parce que les terres, elles sont, pour certaines d'entre elles, elles sont assez reculées. Donc faut pouvoir y accéder. Certaines de ces terres, surtout les terres collectives, c'est-à-dire celles qui finalement peut-être ont le moins de moyens parce que ça ne dépend pas d'une propriété individuelle. Certaines d'entre elles, elles n'ont pas l'électricité, ou alors elles dépendent que de l'électricité solaire, ce qui veut dire que en hiver, elles n'ont quasiment pas d'électricité puisqu'il pleut quasiment tout le temps en Oregon. Ou alors, il y en a plusieurs qui n'ont pas de toilettes, de toilettes à l'intérieur. Donc ça va être soit des toilettes au fond d'un bois, parfois c'est juste un bidon en plastique et tu mets de la terre dessus, du sable, enfin ça dépend des terres, mais voilà, souvent tu fais caca dans un bidon, quoi. Donc, ça fait aussi partie des choses auxquelles je pense que les plus jeunes générations ne sont pas habituées et ne sont pas forcément prêtes à renoncer. Donc voilà, donc il y a déjà une question de moyens, de confort, et puis elles n'ont pas Internet, certaines d'entre elles. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est une jeune femme dans la vie active, on va dire, et qu'on a besoin d'avoir accès à Internet ne serait-ce que pour son travail, ça veut dire qu'on ne peut pas y vivre. Et c'est pas juste une question de Wi-Fi, c'est aussi il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de connexion. Parce qu'elles sont trop reculées. Alors c'est pas le cas de toutes, il y a des terres qui sont équipées, dans lesquelles c'est assez confortable de vivre, mais c'est vraiment... c'est quand même une préoccupation première chez les jeunes femmes qui seraient intéressées éventuellement pour aller vivre sur ces terres-là. Ensuite, il y a des questions politiques, c'est ce que disait Constance. Peut-être que, c'est aussi un fait qu'aujourd'hui, leur lesbianisme séparatiste, il est moins
attirant, il est moins attrayant qu'un féminisme intersectionnel, un féminisme queer intersectionnel. Donc voilà, en fait, ça c'est aussi des questions de génération. Et parfois, il n'y a pas de discussion forcément qui se crée. En fait, on a eu assez peu de terres de femmes en France, de façon permanente, comme ça a pu être le cas aux États-Unis. C'était aussi des lieux de vacances, des lieux temporaires. Donc je sais qu'il y a eu pas mal de lieux de villégiature un peu pour lesbiennes l'été. Donc ça durait 2 mois. C'était des moments où du coup c'était une petite communauté mais temporaire. Ça c'était assez commun. C'était un schéma assez commun en France de lesbiennes qui se retrouvaient le temps d'un été, qui repartaient ensuite dans les villes pour travailler, puis qui se retrouvaient de nouveau l'année d'après. Voilà, donc en fait on va retrouver aussi cette espèce de colonie de vacances un peu lesbiennes en France. Il y a eu moins de structures permanentes comme il y a pu avoir aux États-Unis. Elles se connaissaient toutes entre elles. Moi, mes lesbiennes américaines, elles sont allées en France et elles sont allées au Danemark parce qu'il y avait une terre de lesbiennes qui existait là-bas pendant plusieurs années, sur laquelle plusieurs d'entre elles se sont rendues. Et en fait, elles ont encore des liens avec la France. Et de l'autre côté, en France, ces lesbiennes-là, moi j'en ai rencontré quelques-unes, elles se rappellent de ces lesbiennes américaines. Je trouve que c'est important de souligner que c'était vraiment, et ce sont toujours des expériences qui sont vraiment ancrées dans des réalités matérielles et vraiment concrètes, c'est-à-dire comment on construit sa maison, comment on vit à proximité d'une forêt ou dans une forêt, enfin, vraiment beaucoup de choses concrètes, matérielles, y compris ancrées effectivement dans le corps. Il y avait aussi toute cette dimension de se réapproprier son corps, d'explorer la nudité. Il y a eu vraiment beaucoup de choses vécues dans cette ère. Je pense qu'aujourd'hui, avec un regard, par exemple, de chercheuse, on peut poser des mots sur ces expériences. Moi, par exemple, je les qualifie d'écoféministes, mais à l'époque, elles étaient écoféministes sans que la clé, ça soit de forcément chercher à définir ce que c'est l'écoféminisme. C'est assez formidable à voir, quoi, parce que nous, on a accès aux traces maintenant. Donc c'est des photos, c'est des archives, et c'est incroyable de voir tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Elles n'employaient pas, par exemple, le terme de polyamour, mais il y avait vraiment des expérimentations autour des liens concrets, autour de potentialités d'amour libre, mais aussi des questionnements éthiques sur les liens qu'on maintient avec ses ex. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'était un peu des laboratoires d'expérimentation autour de réalités concrètes. Moi, je me souviens, quand j'y suis allée pour la première fois, je me suis dit, j'ai jamais eu accès à un espace pareil. Que ce soit, ne serait-ce que dans les archives, c'était un espace mental, mais c'était incroyable de voir tout ce qu'elles ont pu construire, tout ce qu'elles ont pu mettre en place, tout ce qu'elles ont pu expérimenter. C'est un espace de liberté que j'ai jamais eu moi, que j'aimerais avoir un jour, et qui est vraiment, qui est très beau, quoi. Voilà, moi je voudrais vraiment mettre ça en exergue, et je trouve que le livre de Françoise Flamand, avec toutes ses photos, il le montre assez bien, que c'est très beau, quoi. C'est très très beau. C'est la fin de ce 2e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné de l'espoir, l'envie de vous replonger dans notre histoire, l'envie de vous installer en agriculture ou en collectif LGBTQIA+, en ruralité, l'envie de créer vos communautés. Un immense merci à Marine, Jus, Camille, Mars, Amé, Camille, Hugo et tous les résidents-résidentes de Peyrao pour leur accueil. Un immense merci à Constance et Cassandre pour avoir rendu possible une interview à distance entre Paris, Portland et la Drôme. Merci aux lesbiennes séparatistes d'avoir révolutionné l'histoire. Merci à Françoise Flamand de l'avoir documentée. Et enfin, merci à vous tous pour vos mots, vos mails et vos partages.